Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez eu de bonnes lectures. Pour ma part, vous voyez, je suis au coin du feu parce que il fait froid, il pleut et j'avais envie de vous faire ce petit point lecture au chaud. Comme je vous en avais parlé la semaine dernière, aujourd'hui on va faire un petit book haul pour commencer et on enchaînera sur mes lectures de la semaine. Parce que oui, j'ai enfin reçu mon colis d'anniversaire que m'ont envoyé mes super copines lectrices. J'ai trop hâte de vous présenter tout ce qu'elles m'ont envoyé et clairement, elles sont complètement folles. Comme ça risque d'être un peu long, on y va tout de suite avec le book haul d'anniversaire. Et vous allez le voir, il y a une thématique récurrente dans ce book haul. Je vous ferai pas les résumés à chaque fois, mais voilà, je vous dirai un petit peu comment ces livres se sont retrouvés dans ma wishlist. Et on commence tout de suite avec un Stephen King, Joyland. Alors pourquoi ce livre était dans ma wishlist? Parce que c'est un Stephen King et que ses éditions livres de poche sont absolument magnifiques et que j'ai envie de lire tous les Stephen King, donc un petit pas de plus vers cet objectif. J'ai aussi reçu Holly, encore de Stephen King. Holly, c'est un des personnages de la saga Monsieur Mercedes et donc moi j'ai reçu Holly, qui est le tome... alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu des nouvelles avec Holly, etc. Mais là je crois que c'est en gros c'est le tome 4 ou 5 avec ce personnage qui prend de l'ampleur puisqu'elle a même un tome à son nom. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Du coup j'ai vraiment hâte de continuer cette série. Ensuite j'ai reçu encore un Stephen King. Vous commencez à voir le thème. Revival. Là aussi, pourquoi est-ce que celui-là précisément était dans ma wishlist? Je sais plus. À part que c'est parce que c'est un Stephen King et que certainement j'ai entendu des bons retours dessus. Vraiment, les couvertures sont trop belles de ces éditions livres de poche. Donc, dans ma bibliothèque, j'ai plein de vieux brochets qui sont très gros et peut-être que je les remplacerai au fur et à mesure par les livres de poche que je trouve beaucoup plus maniables. Et vraiment, ces éditions sont absolument magnifiques. J'ai aussi reçu, toujours de Stephen King, L'Institut. Alors celui-là, c'est un de ceux qui me tente le plus. Je sais plus pourquoi, mais en vrai, ça a l'air bien. Je vous mettrai la liste en description de tous les livres que j'ai reçus, comme ça, si vous voulez aller voir les résumés. Vraiment, si je vous fais les résumés de chacun, ça va être trop long. Et surtout, moi, les Stephen King, j'aime bien y aller sans trop savoir vers quoi on va. Donc voilà, forcément, j'aime bien me garder le petit mystère. Et on continue encore avec deux Stephen King et ils ont un lien, donc je vous les montre en même temps. Il s'agit de Dolores Claiborne et de Rose Madder. Alors pourquoi j'ai mis cela ensemble? Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les livres féministes de Stephen King, avec Jessie notamment, que j'ai déjà lu et que j'avais adoré. J'ai eu de très bons retours sur ces deux romans, j'ai super hâte de les lire. J'ai tellement hâte de lire tous ces livres que j'ai reçus, c'est terrible. J'ai aussi reçu, et cette fois c'est le dernier Stephen King, Shining, parce que j'ai pas encore lu Shining, c'est quand même un des grands livres cultes de l'auteur. J'ai vraiment hâte de le lire. Cette version, c'est la nouvelle traduction. C'en est fini pour les Stephen King, mais c'en est pas fini pour le book haul d'anniversaire. Mais oui, je vous ai dit qu'elles étaient complètement folles, mes copines. J'ai aussi reçu Les Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle Dessart, avec ce tome 1, Cadavre haché, vampire fâché. Je crois que c'est un petit cosy mystery fantastique plutôt jeunesse, parce que c'est édité chez Rajo, donc c'est pour ça que je pense que c'est du jeunesse. Ça fait super longtemps que j'ai envie de découvrir cette série. Je suis trop contente de l'avoir reçue pour mon anniversaire. Moi, j'ai aucune idée de combien de tomes fait la série ou quoi que ce soit, mais j'ai super hâte de découvrir. Je pense que ça va être un petit livre qui va se lire assez rapidement et qui est écrit assez gros, et ça fera le job entre deux pavasses de Stephen King par exemple. Et pour terminer, et non des moindres, j'ai reçu un relié avec Jaspage qui s'intitule Quelque part de l'autre côté de la mer, publié aux éditions de Saxus, qui est donc le tome 2 de La maison au milieu de la mer céruléenne. Ils sont tous les deux absolument magnifique. J'avais adoré celui-ci, le tome 1, et comme je l'avais lu en version numérique, à un moment donné, une copine le vendait dans cette magnifique version pour un tarif plus qu'abordable, et donc je me suis dit, oh, je l'ai vraiment tellement aimé, ça avait été un joli coup de cœur, c'est un roman jeunesse, avec plein de belles valeurs, avec un côté fantaisique qui m'avait beaucoup plu. Je m'étais dit, allez, je me fais un petit plaisir, j'ai pas encore de livre avec Jaspage dans ma bibliothèque, et celui-là, je sais que c'est une valeur sûre, et je sais
que j'ai envie de le relire. Et donc je lui avais acheté. Et à chaque fois dans mes vidéos, ce livre était caché derrière et j'ai une de mes copines qui suit aussi la chaîne qui m'a dit « Ah, je le voyais tout le temps tout seul sur ton étagère, ce pauvre tome 1, et donc j'ai eu envie de te prendre le tome 2, celui-ci. Donc je relirai le tome 1 avant de me lancer dans le tome 2, juste pour le plaisir, parce qu'en vrai je pense que je pourrais totalement lire le tome 2 tout de suite, mais vraiment j'ai très envie de relire le tome 1 que j'avais lu il y a pas mal de temps maintenant. Je vous montre juste pour le plaisir la couverture sans la jaquette. Voilà. C'est trop beau. J'espère que vous avez bien profité de ce book haul parce qu'il y en aura assez peu sur ma chaîne parce que je vis à l'étranger et donc je n'ai pas accès à des livres en français tous les jours, à des librairies françaises tous les jours. Et en général, donc une fois par an pour mon anniversaire, je reçois des livres, ça fait toujours super plaisir. Et une autre fois par an quand je vais en France, je refais un peu du stock. Oh, bonjour Luna. Elle est jalouse parce que je vous parle à vous et pas à elle. Bah oui, ma Luna, on refait le stock de croquettes, mais aussi de livres. Bah oui. Une fois par an, je vais en France et souvent j'en profite pour faire un petit stock de livres en français que je mets dans ma bibliothèque et qui prennent la place de ceux que je donne. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je garde pas mes livres, la plupart. Je les donne, j'adore les mettre en boîte à livres, j'adore que les livres que j'ai lus voyagent, qu'ils soient partagés, qu'ils soient accessibles à des personnes qui ne peuvent pas se les payer. Je les garde vraiment uniquement quand je veux les relire. Ou les Stephen King, je suis au regret de vous annoncer, je ne donnerai pas mes Stephen King. Parce que j'ai décidé d'en faire la collection. Et avant de clôturer le book haul, je me suis fait aussi un cadeau de moi-même à moi-même. Et vous allez voir, il est en lien avec tous les Stephen King que j'ai reçus, puisque je me suis offert en version numérique d'après une histoire de Stephen King. En version papier, il était vraiment très cher, il était à 60 € et j'aurais pas pu l'avoir tout de suite. C'est une anthologie de Stephen King à l'écran. C'est un livre qui va prendre un petit peu toutes les adaptations, les analyser par rapport au livre, etc. Et donc, comme là j'ai de plus en plus envie de découvrir les Stephen King à l'écran, j'en ai découvert certains déjà comme La Ligne Verte, que j'avais déjà vu il y a longtemps, ou Monsieur Mercedes, que j'ai vu récemment. Après, je sais qu'il y a des films que je pourrais pas voir ou que je pourrais voir mais avec les yeux fermés, parce que je suis trop flippée. Par exemple, Shining ou même Jessie, etc. Ou Misery, je suis pas sûre de pouvoir les regarder vraiment et d'en apprécier tous les graphismes. Parce que ça va être absolument trop horrible pour moi. Mais je vais quand même essayer, voilà, et puis comme ça, au moins, j'aurai les petits commentaires sur ce livre. Je suis très contente de m'être fait ce petit cadeau de moi-même à moi-même. Et donc, c'est maintenant parti pour mon bilan lecture de mes lectures de la semaine, sachant que j'ai eu 4 lectures. Et vous allez voir, c'était assez varié en termes de genre. Donc on commence tout de suite avec une suite de sagas, puisque j'ai lu La femme de ménage se marie de Freda McFadden. C'est le tome 2.5, donc en gros c'est un tome qu'on peut lire soit entre le tome 2 et 3 de La femme de ménage, soit après. Et ma foi, tout est dans le titre. C'est une courte nouvelle dans laquelle la femme de ménage se marie. Incroyable! Vous avez vu? Et donc bien évidemment, ça va tourner autour du mariage, mais pas que, il va y avoir aussi une petite enquête. Alors c'était un livre qui s'est lu hyper vite parce que c'était très très court, mais c'est un livre dont j'aurais absolument pu me passer. Et le côté mariage des deux personnages m'a pas particulièrement intéressée parce qu'on peut pas dire que je sois hyper attachée au personnage de Millie, qui est donc la femme de ménage. Et en plus, franchement, l'enquête, la pseudo-enquête qu'il y avait à l'intérieur, j'ai trouvé ça vraiment bof. La résolution un petit peu à l'arrache, avec assez peu d'explications du pourquoi, du comment. Alors oui, du pourquoi, oui, mais du comment, ça m'a vraiment pas paru très crédible. Après, voilà, ça se lisait tout seul, etc. Et j'avance dans une saga, mais bon, clairement, j'aurais pu me passer de cette lecture. En tout cas, si vous n'avez pas envie de lire ce tome, c'est pas un problème parce que c'est vraiment un tome compagnon. Hein, donc c'est vraiment hors série. Vous pouvez vous en passer si vous n'avez pas envie de le lire, mais comme je le dis, c'est quand même assez court. Donc si vous êtes attaché au personnage et que vous avez envie de voir le mariage, pourquoi pas. Côté Triomètre, c'est du 1 sur 5, même pas peur. Rien à signaler, franchement, vous pouvez y aller. Ensuite, j'ai encore avancé dans une saga puisque j'ai lu le tome 2 de Une braise sous la cendre. Ce tome 2, c'est Une torche dans la nuit. Et ce roman de fantasy a été écrit par Sabaa Tahir. Cette saga est une saga de fantasy que j'avais commencé l'année dernière et que je n'avais pas continué tout de suite parce que je suis une calamité, tout simplement. Dans cette série, je vais vous parler du tome 1, pas du tome 2, parce qu'on est dans une suite directe et que je ne veux pas vous spoiler le tome 1. Mais en gros, dans le tome 1, on est dans un univers assez sombre de fantasy dans lequel on a la caste des érudits, qui est une caste d'esclaves, qui n'a pas le droit d'accéder à l'éducation et qui sert globalement d'esclaves aux autres castes et
particulièrement à la caste des Martiaux. Ces Martiaux sont notamment formés dans une école qui s'appelle Blackleaf. Et nous, on va suivre deux personnages, Leia et Elias. Leia, c'est une érudite, et Elias, c'est un martial. Et il se trouve que Leia va être amenée à devenir esclave au sein de Blackleaf. Vous verrez comment et pourquoi. Et Elias, lui, il doit devenir un masque, ce qui est en gros le plus haut niveau de la caste des Martiaux. Et ces deux personnages vous découvrirez comment avoir une histoire en commun. Ils vont se rencontrer. Et il va se passer tout plein de choses. C'est un univers qui, dans le tome 1, paraît assez simple parce que vraiment, on est très centré sur les érudits et les martiaux. Mais on sent qu'il y a d'autres castes. On comprend qu'il y a, au-delà de Serra, qui est la ville dans laquelle se trouve Blackleaf et où se passe l'intrigue du tome 1, au-delà de Serra, on comprend qu'il y a un univers plus grand, et c'est ce qu'on va explorer dans les tomes suivants, et notamment dans le tome 2, et ça c'était vraiment très sympa. Mais voilà, dans ce tome 1, on pose les bases de l'univers de manière assez simple, et vraiment je me suis jamais sentie perdue. Par contre, c'est un univers qui est à la fois très militaire, très sombre, clairement assez déprimant. Ça s'est confirmé sur le tome 2, ça m'a complètement miné le moral. L'auteur fait des choix narratifs qui sont radicaux et ça ajoute à ce côté parfois même pesant. Ce que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, c'est qu'il y avait des épreuves, mais pas sur tout le roman. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans le roman, il y a des épreuves, et ça c'est toujours un petit côté sympa d'avoir des épreuves comme ça qui s'enchaînent et qui mettent à l'épreuve nos personnages. Et donc dans le tome 2, c'est la suite directe de la fin du tome 1. Du coup, ce que je vous conseille, si vous avez aimé le tome 1, ne laissez pas traîner trop de temps avant de lire le tome 2, parce que moi, personnellement, j'ai eu un petit peu de mal à me replacer comment s'était fini le tome 1. Grosso modo, dans ce tome 2, moi, j'ai trouvé ça toujours très sombre et déprimant. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre dans ce tome 2, alors peut-être c'est parce que j'ai laissé trop de temps après le tome 1, c'est possible. C'était lent à se mettre en place. Alors pas lent parce qu'il n'y a pas d'action, au contraire il y a plein de bastons, etc. Et ça m'a pas trop plu, je vous avoue. Le tome 2 il commence sur les chapeaux de roue, mais comme moi j'aime pas trop tout ce qui est scène de baston, etc. Ça m'a paru vraiment inintéressant. Mais ça c'est très personnel bien évidemment. Donc entre ces bastons et voilà ce côté un petit peu lent à se mettre en place et à lancer le tome 2, j'ai trouvé le début un peu lent, mais après ça allait mieux. Ça allait mieux, j'avais repris un petit peu le lien avec les personnages, etc. Donc c'était sympa. L'histoire est vraiment intéressante et riche. C'est sympa de sortir un petit peu de Serra, de découvrir d'autres choses de l'univers, de découvrir d'autres personnages. Mais par contre, cet univers très sombre et très déprimant, m'a vraiment miné. J'y allais pas avec plaisir parce que je savais que ça allait pas être lumineux. Mais en tout cas, ça me fait poser la question de savoir est-ce que j'ai envie de lire le tome 3 ? Parce qu'on est dans une tétralogie, donc il y a 4 tomes. Mais franchement, je suis pas certaine d'avoir envie de lire la suite. Parce que je me dis, mais ces pauvres personnages, par quoi est-ce qu'ils vont encore devoir passer? Est-ce que j'ai envie de lire de la fantasy pour lire ça? Je me pose la question. Voilà, et j'ai pas la réponse tout de suite. Si jamais vous avez lu la suite de cette série, dites-moi si les tomes 3 et 4 sont un petit peu plus lumineux, avec un petit peu plus d'espoir, sans spoiler bien évidemment. Parce que là, dans l'immédiat, j'ai pas très envie de lire la suite. Pas parce que c'est de mauvaise qualité, attention, c'est vraiment une très bonne saga de fantasy, mais c'est juste pour moi, alors en ce moment ou pour moi de manière générale, c'est trop sombre, tout simplement. J'en ai pour preuve que au niveau du trouillomètre, je lui ai mis 3 sur 5, pense à respirer de temps en temps, parce que clairement, entre les scènes hyper violentes, l'ambiance très sombre et des personnages parfois vraiment inquiétants ou complètement barjots, c'était quand même un peu flippant, et des fois j'avais vraiment ce sentiment d'oppression. C'était terrible. J'ai ensuite lu La mer de Pearl Buck. C'est un roman qui a été écrit en 1930 et qui se passe en Chine. Pearl Buck, c'est une femme un peu particulière parce qu'elle est américaine, mais elle a suivi ses parents quand elle était tout bébé en Chine, ses parents étant des missionnaires, et c'est même le chinois qu'elle a appris en premier, puisqu'elle avait une nourrice chinoise. Moi, j'ai découvert Pearl Buck avec le livre Perles de Chine de Min Jin Lee, dans lequel l'autrice fait une biographie romancée de Pearl Buck. Et c'est par ce biais-là que j'ai découvert cette autrice, et ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit, mais cette femme, elle a eu une vie incroyable. Alors je ne sais pas à quel point le roman que j'ai lu était romancé, mais c'est un destin peu commun pour une Américaine de grandir en Chine à cette époque-là, au début du XXe siècle. Et ça m'a donné envie de la découvrir. Et un jour, dans une boîte à livres, il y avait plein de Pearl Buck. Quelqu'un s'est débarrassé de tous ces vieux livres de l'autrice. Et donc j'en ai pris 2. J'ai pris La mer, et dans ma pile à lire, j'ai aussi Vent d'Est, Vent d'Ouest. Et donc, dans La mer, on va tout simplement suivre le destin de la mère, qui est une mère chinoise, une femme paysanne au début du XXe siècle. Ça pourrait paraître un peu simple comme histoire, suivre la vie d'une mère, mais
en fait, cette vie, elle est loin d'être simple. Il va lui arriver plein de choses. J'ai été vraiment très très surprise de tous les rebondissements qu'arrive à nous mettre l'autrice dans la vie de cette mère. Vraiment, quand on imagine la vie d'une paysanne chinoise de cette époque, on se dit ça va être très monotone. Et oui, c'est vrai que au début, c'est très monotone, mais ça nous permet de découvrir le personnage, le cadre, toute sa famille. Et une fois qu'on est un peu dans cette monotonie, l'autrice, elle vient nous faire basculer tout ça. Elle vient faire basculer la vie de la mère. Et ça, elle le fait plusieurs fois pendant le roman. Et à chaque fois, on se dit, mais c'est terrible ce qui lui arrive à cette pauvre femme. J'ai trouvé le personnage assez complexe quand même. Pareil, on pourrait s'attendre à une femme assez simple, voire simplette, mais pas du tout. Elle a des désirs, elle a des envies, elle a un caractère, elle a un sacré caractère. Ses enfants sont aussi très présents dans le roman et chacun a son rôle, a sa place. Et j'ai beaucoup aimé comment tout s'articuler. Si j'avais un petit défaut, je pense que ça serait l'écriture. Alors moi, je l'ai trouvée très belle, parce qu'elle est à la fois un petit côté poétique, pareil, des petits côtés philosophiques, mais quand il y a besoin d'avoir un rythme un petit peu plus soutenu, parce qu'il y a de l'action, Pearl Buck, elle s'embarrasse pas des conventions et elle y va. C'était pas pétri de longues descriptions, etc. C'était assez bien dosé, mais l'écriture était un petit peu vieilli quand même. C'est normal, ça a été écrit, publié en 1930. Voilà, c'est pas incohérent, juste sachez-le, c'est pas une écriture très moderne. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand même, à travers la vie de cette mère, on découvre aussi la vie en Chine à cette époque-là, la vie du côté paysan et comment ces paysans ils vivent en huis clos au final dans leur hameau. Ils se rendent pas compte en fait de ce qui peut se passer ailleurs, mais même pas ailleurs dans le monde, c'est juste ailleurs dans leur propre pays. Cette époque-là, voilà, on a au début de la montée du communisme, petit à petit qui se met en place, et alors ça c'est abordé mais très finement et c'est marrant parce que du coup on le découvre un petit peu en même temps que les personnages qui savent pas trop ce que c'est les communistes, est-ce que c'est une insulte, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est des voleurs, des bandits, bref. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ces petits points historiques qui viennent se glisser comme ça dans le récit, mais sans que ce soit expliqué parce que la mère, elle ne sait pas ce que c'est en fait, tout simplement. Elle ne sait pas que sa petite vie à elle fait partie d'une histoire plus vaste. Et donc voilà, on est vraiment dans la vie de cette Chine de l'époque. On se rend bien compte des difficultés des paysans de l'époque, des saisons qui passent, qui se ressemblent pas. C'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il est assez court, il fait 240 pages, il se lit très très bien. Si vous voulez découvrir Pearl Buck, c'est une bonne manière de la découvrir. J'ai hâte de lire Vent d'Est, Vent d'Ouest, ou Vent d'Ouest, Vent d'Est, je ne sais plus, pour voir si on est dans le même genre, si on est dans le même type d'intrigue. Ça, vraiment, je suis très intriguée par continuer de découvrir cette autrice. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez un favori de cette autrice. Comme ça, je l'ajouterai à ma wishlist. Et côté trouillomètre, on est sur du 1/5, même pas peur, ça va de soi. Et pour terminer ce point lecture, j'ai aussi lu 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. C'est une romance qui a été écrite en 2016. J'ai rarement autant pleuré à chaudes larmes que dans ce roman. Parce que oui, c'est une romance, mais c'est une romance sur fond de maladie. Oui, c'était une jolie romance, mais c'était quand même très triste. Au niveau du résumé, on est avec Rune, qui est un jeune enfant norvégien, et avec Poppy, qui elle est américaine. Et il se trouve que Rune vient d'emménager aux États-Unis à l'âge de 5 ans avec ses parents. Et sa voisine, ce sont donc Poppy et ses parents. Ils ont tous les deux 5 ans, ils vont se rencontrer et ils vont tout de suite devenir amis. Et avec le temps, cette amitié va se transformer en amour. Et tout ça va se passer autour d'une jolie histoire de petits bocals à remplir de baisers. Et c'était très mignon, vraiment. Mais dès les premiers chapitres, déjà c'est triste parce que cette histoire de bocal est amenée de manière très émouvante. Et ensuite, voilà, comme je vous le disais, il y a une histoire de maladie qui vient s'intégrer dans l'histoire. Et c'était vraiment très 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 émouvant. Au fur et à mesure de ma lecture que j'ai écoutée en audio, mon cœur n'a fait que se serrer de plus en plus, au point où j'ai fini complètement en larmes. Je ne le cache pas, mais vraiment je pleurais à chaudes larmes quand même. Puis j'aurais pas pu m'arrêter comme ça, genre clac, hop, c'est fini. Non, c'était... voilà, beaucoup d'émotions. Il vaut mieux le savoir, c'est vraiment pas une romance classique. Il y a une vraie profondeur dans ce roman, il y a un vrai trigger warning de la maladie. Pareil, je vous préciserai pas laquelle, je vous préciserai pas qui est concerné. Vous attendez pas à quelque chose de joyeux. Enfin, c'était beau, mais c'était quand même triste. J'ai adoré la version audio parce que j'ai trouvé qu'ils avaient très bien choisi les lectrices. C'est un roman à 2 voix, avec la voix de Rune et la voix de Poppy, puisque le roman alterne entre les deux. Et c'était des voix de jeunes. Et ça, c'était bien parce que du coup, c'était vraiment très très réaliste. J'avais l'impression d'écouter ces deux jeunes raconter leur histoire et c'était très beau.
Ils jouaient tous les deux très très bien. Je sais pas comment ils ont fait pour pas pleurer en enregistrant ce livre, parce que moi j'aurais pas pu. Clairement, j'aurais pas pu. Ça pour dire que la version audio était vraiment très très bien adaptée. Très bon choix de lectrice, bravo. Ce roman est un tome 1, mais clairement il se suffit à lui-même. Donc en gros on a une vraie fin à la fin. Mais il se trouve que l'autrice a publié un tome 2 qui n'est pas une suite directe, qui est l'histoire d'un autre personnage qui gravite autour du couple. Et donc là, dans ce tome 2, on va suivre ce personnage annexe. Et donc je vais lire ce tome 2 en mars. J'espère que ça sera moins triste. Des échos que j'en ai eu, c'est pas beaucoup moins triste. Enfin, je me dis, ça pourra pas être plus triste. Il y a eu beaucoup de fois le mot triste, mais c'est important que vous le sachiez. Clairement, n'allez pas dans ce livre si vous êtes déprimé, si vous avez voilà, des problèmes avec des histoires qui parlent de maladie, parce que c'était vraiment très triste. Côté trouillomètre, c'est du 1 sur 5, mais vous l'avez compris, n'y allez pas si vous êtes déprimé ou si vous êtes trop sensible. Au final, je lis quasiment jamais de romance. Et là, sur, on va dire, les 3 dernières années, les 2 seules romances que j'ai lues, c'était donc 1000 baisers pour un garçon où j'ai fini complètement en larmes, et Nos âmes tourmentées qui avait aussi des sujets hyper lourds, hyper profonds, qui étaient pas beaucoup plus joyeux que 1000 baisers pour un garçon. Du coup, c'est bien parce que ça me fait dire waouh, les romances c'est hyper profond. Mais en fait, des fois, j'aimerais bien juste une romance un petit peu légère et mignonne, quoi. Donc, si vous avez des idées de romances légères et mignonnes, n'hésitez pas à me partager vos idées en commentaire. Voilà, je vais m'arrêter là du coup parce qu'entre le book haul et les avis lecture, on a passé pas mal de temps ensemble. Avant de partir, pensez quand même à mettre un petit pouce vers le haut. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!